Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Barthélémy et je suis vraiment ravi de vous accueillir pour cet épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun, ceux qui repoussent leurs limites et se lancent des challenges extraordinaires, ces sportifs pas toujours médiatisés mais dont l'histoire mérite vraiment d'être racontée. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre un peu plus sur les clés de la réussite. Donc si vous aimez le sport ou le développement personnel, vous en tirerez plein de bons conseils pour atteindre vos objectifs. Ce podcast a réellement changé ma vie et j'espère qu'il changera la vôtre aussi. Vous le savez très bien, un exploit se fait toujours grâce à un excellent public, donc je compte sur votre soutien pour que le podcast entre dans la légende. Si vous aimez cet épisode et les épisodes précédents, pensez à vous abonner dès maintenant et à donner votre avis sur votre application de podcast préférée. Comme vous le savez, les sportifs aiment beaucoup les étoiles, donc n'hésitez pas à en mettre beaucoup sur Apple Podcast. Avant de vous présenter l'invité du jour, je vous rappelle aussi que le podcast a un compte Instagram, extraterrien.podcast. Vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est un excellent moyen aussi pour me faire vos retours et me suggérer des invités. La seule limite à nos objectifs est celle que nous leur donnons. Ceci est le mantra de mon invité du jour. Accrochez vos ceintures, car elle est tout simplement incroyable. En relisant son histoire, je n'en reviens toujours pas de tous les exploits qu'elle a pu accomplir. Elle s'appelle Stéphanie Jiquel, elle a 37 ans. Petite, elle dit que rien ne la prédispose vers une vie remplie de sport et d'aventures. Mais au fil des rencontres, des lectures et des aventures, elle construit son destin à force de volonté. Si je devais essayer de résumer son CV sportif à rallonge, je commencerais par mentionner qu'elle est l'une des rares personnes à avoir visité les deux pôles, nord et sud. Elle a aussi couru 7 marathons sur 7 jours sur les 6 continents différents. Et elle est championne de France du 24 heures, une course dans laquelle les participants doivent courir la plus longue distance durant 24 heures, soit pour elle 215 km. Vous l'aurez compris, Stéphanie est une athlète hors norme, mais ce n'est pas tout. Ce qui a particulièrement retenu mon attention, c'est que Stéphanie a réalisé en Antarctique une expédition, seule avec son mari, sur plus de 2000 km. Imaginez-vous passer 64 jours avec des rafales à moins 50 degrés. J'ai été tout simplement bluffé et on va essayer dans cet épisode de retracer un petit peu cet événement. Elle va nous raconter cet exploit, et j'ai essayé de comprendre d'où elle tirait cette force mentale et cette envie de se lancer des challenges. Une chose m'a profondément marqué, c'est qu'elle ne laisse rien au hasard. On discutera beaucoup de visualisation, de préparation et d'organisation. Elle donne plein de bons conseils qui pourront sûrement vous aider. Bien que Stéphanie ait déjà donné plusieurs interviews en podcast, elle livre dans cet épisode vraiment des détails uniques. Donc si vous ne la connaissez pas, j'espère que vous apprécierez cette femme réellement impressionnante. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Barthélémy. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour le podcast. Ça me fait vraiment super plaisir de te recevoir. Je pense que là je suis à mon 10e épisode et je crois que tu étais l'épisode le plus dur à préparer, tellement j'étais curieux de savoir tout ce que tu avais fait et toutes tes différentes aventures, donc je pense qu'on va beaucoup en parler là pendant cette petite heure. Avant tout, je pose toujours une question pour commencer. C'est quoi ton premier souvenir de sport ? Alors mon premier souvenir de sport, quand j'étais toute petite, j'étais pas en club à cette époque-là, puisque j'ai pas grandi dans un univers de sport. J'ai grandi dans un univers modeste et très très éloigné de cet univers sportif. Donc mon premier souvenir c'est à l'école, c'est en sprint, puisqu'à l'époque j'aimais énormément le sprint et j'étais toujours la première. Ouais. Et c'est vrai que j'éprouvais beaucoup de plaisir en fait dans la course à pied dès le plus jeune âge et dans la course plutôt rapide. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui j'évolue plutôt sur les très longues distances, donc j'ai plutôt changé d'univers pour aller vers l'endurance, mais mon premier souvenir c'est plutôt un souvenir de sprint où j'ai prenais vraiment beaucoup de plaisir à aller très très vite et surtout à être première, à gagner, et ça c'était vraiment un très grand moment à chaque fois. Ok, donc déjà l'esprit un petit peu de compétition et le goût de l'effort, quoi. Le goût de l'effort, le goût de la performance, et effectivement aujourd'hui j'évolue dans le sport compétition et le sport aventure.
Et dans le sport compétition, il y a toujours cette idée évidemment d'aller le plus vite possible, de gagner, de monter sur le podium de course. Et ça me plaît aussi beaucoup. Alors c'est un autre univers que celui du sport aventure, mais j'y prends aussi beaucoup de plaisir et j'aime bien allier ces deux environnements aujourd'hui. Ouais. Et pour suivre un petit peu la chronologie, tu dis souvent que tu faisais peu de sport finalement, enfin que t'étais pas du tout dans un écosystème sportif ou du haut niveau autour de ta famille. Tu ressemblais à quoi quand tu étais plus petite? Alors, j'aimais beaucoup l'école. J'étais plutôt une petite fille assez sérieuse à l'école, donc très disciplinée, que ce soit en sport, mais aussi dans les autres disciplines. Et aussi, j'avais beaucoup de rêves. C'est-à-dire que mon rêve, c'était de voyager. Ça, c'était très, très fort, très ancré en moi. De voir Paris et ensuite de voir le monde. Et je crois qu'au fur et à mesure de ma vie, j'ai mis en œuvre en fait les outils qui m'ont permis d'aller vers ce rêve. Je crois qu'en fait, le rêve du voyage, il est né de livres, il est né de films, il est né d'images que je pouvais voir, et puis d'une très très grande curiosité. Et je crois que c'est ça qui m'a vraiment guidée. Alors d'abord dans le chemin des études, puisque j'ai fait une école de commerce. Pourquoi ? Parce que quand j'étais au collège, puis ensuite au lycée, je me suis dit que le meilleur moyen d'entreprendre, de créer sa vie, c'est déjà de disposer des outils très, on va dire, techniques, matériels, pour pouvoir créer sa vie, se donner le plus de chances de voyager. Et donc pour moi, c'est passé par les études. Ça aurait très bien pu passer par le sport, mais effectivement, j'ai pas évolué dans un écosystème sportif, même si je me rends compte après coup, avec le recul, que sans être en club ou sans pratiquer de sport en dehors de l'école, j'aimais énormément l'activité physique et j'étais très souvent dans la rue en train de faire du roller, en train de courir, arpenter tous les univers, toujours avec cette curiosité. Donc j'étais toujours en train de finalement de créer, d'inventer, de pratiquer une activité physique, mais sans institution ou fédération ou cadre pour cela. Et au final, ça ressemble un peu à ce que je vis aujourd'hui dans le sport à aventure. Ouais, c'est vrai, ouais, tout à fait. Bah, c'est plus facile de relier les points après le coup, mais en tout cas, c'est très vrai. En tout cas, tu as cité beaucoup de curiosité, et notamment des lectures ou des films. Je sais que là, on a publié un épisode avec Arthur Guérin qui parle beaucoup du Grand Bleu en apnée. Est-ce que toi, il y a un film ou un livre qui t'a marqué un petit peu plus que les autres Alors, ce sont les livres d'exploration polaire. Ouais. Et je suis allée ensuite vers le milieu de l'exploration polaire, puisque moi aussi, j'ai ensuite arpenté l'Arctique et l'Antarctique. Et c'est vrai que les livres de Jean-Louis Etienne, qui a arpenté le pôle Nord en 86, l'Antarctique en 89, ou bien même des livres un peu plus anciens, les premiers explorateurs du début du XXe siècle, m'ont toujours fascinée. Et en fait, ce que j'ai ressenti, c'est qu'à un moment donné, j'avais envie de les refermer et j'avais envie d'aller vivre moi-même l'expérience. Ouais. C'est-à-dire que les livres, c'est fascinant, mais j'avais vraiment la volonté de connaître moi aussi la réalité de ces univers, et j'avais le sentiment que pour en connaître la réalité, il fallait que je l'expérimente moi-même, parce que pour avoir ensuite écrit moi-même des ouvrages, je me rends compte de la difficulté que l'on a parfois pour décrire un environnement, pour décrire ce que l'on vit, pour décrire une aventure, et donc j'ai eu envie en fait d'aller au-delà, et je le regrette absolument pas. Donc à un moment donné, je crois que j'ai eu envie de fermer ces livres et de faire le premier pas et de partir à l'aventure. Ok, c'est très beau ce que tu dis. J'ai lu aussi que qu'on t'avait vu que tu n'avais pas forcément un entourage qui connaissait beaucoup ce milieu-là, qu'on t'a beaucoup dit dans ta vie, alors pas forcément ton entourage d'ailleurs, mais et même plutôt l'inverse, qu'on t'a souvent dit que c'était impossible, que ça serait trop dur, que pour une jeune femme traverser l'Antarctique c'était pas possible. C'est des choses qui t'ont renforcé, qui t'ont encore plus motivé à le faire par toi-même? Alors c'est clair, ça m'a renforcée parce que effectivement on m'a dit souvent que c'était impossible. Alors il y a ceux qui vous le disent, il y a ceux qui vous le disent presque en se moquant, en se disant mais elle est totalement, elle a des idées totalement farfelues. Il y a ceux qui n'osent pas vous le dire mais vous le sentez en discutant avec eux. Et puis il y a ceux qui pensent que c'est possible mais qui espèrent que vous n'y parviendrez pas avant eux. C'est un univers aussi de concurrence comme tout
comme tous les autres univers. Je crois que ça m'a renforcée parce que, en fait, moi, j'avais l'intime conviction, donc avant de traverser l'Antarctique il y a quelques années sur 2045 km, j'ai préparé ce projet pendant 3 ans et j'avais l'intime conviction, un peu comme quand on crée une entreprise, vous avez beau rencontrer des obstacles, en fait, je me voyais réussir. Et ça, c'est juste extraordinaire. Ce moment-là, je le souhaite à tous ceux qui se lancent dans des projets. Je le vis aussi aujourd'hui lors de compétitions. C'est que vous vous voyez en fait en train de gagner ou de réussir. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. C'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance au chemin, parce que si on obtenait les choses sans effort, on n'aurait pas le temps de vivre en fait cette projection qui est au final plus forte en réalité que l'atteinte de l'objectif en lui-même. Et pour l'Antarctique, je l'ai vraiment ressenti. Alors c'est vrai qu'après, c'est toujours très particulier finalement quand vous en parlez avec des partenaires potentiels, avec des personnes qui vous entourent dans ces projets et qui peuvent parfois ne pas y croire, ne pas penser que ce soit possible. C'est vrai qu'il peut y avoir une contradiction. C'est que du coup, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Vous êtes convaincu que le projet est faisable. Vous y croyez, vous avez une confiance qui est inébranlable. Et donc, à un moment donné, vous êtes plus sur la même longueur d'onde, et ça peut créer de la distance. Donc c'est ce genre de situation que j'ai rencontré aussi dans le sport de haut niveau, que j'ai pu rencontrer aussi quand je me suis lancée dans le monde des affaires. Donc il y a quelques années, là c'est encore plus ancien, j'ai évolué dans un cabinet d'avocats, donc en fusion-acquisition, et là aussi on me disait que c'était impossible d'aller vers cet univers après une école de commerce, que c'était trop inaccessible. Donc je l'ai rencontré à maintes reprises. Je crois que ça fait partie de toute aventure, de tout projet entrepreneurial. Je crois qu'il faut juste faire avec, en fait. On ne peut pas changer les gens, on ne peut pas changer les choses, donc il faut l'accepter. Et je crois que plus on vous dit que c'est impossible, et peut-être cela veut dire que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Ouais, c'est vrai. Mais ça me fait énormément penser à une conversation que j'avais eue aussi avec Hélène, une escrimeuse, qui a la maladie de Crohn, et pareil, les médecins lui ont dit oublie ta passion, oublie ton sport, et en fait finalement elle a un petit peu le même message que toi, c'est qu'elle sait qu'elle peut y arriver, elle sait qu'elle va y arriver, et du coup elle écoute plus forcément les gens qui sont autour d'elle. Donc je trouve que c'est un très beau message, quoi, de croire en soi avant d'écouter les autres. Et juste, si ça te dérange pas, est-ce qu'on peut continuer un petit peu l'orientation un petit peu chronologique? Tu dis que tu as fait une école de commerce, après tu t'es orienté vers la fusion-acquisition. C'est à quel moment que tu as commencé à te lancer dans la course à pied, dans le trail et dans l'expédition de manière générale? Alors, tout ça s'est fait de manière simultanée, c'est-à-dire que on pense souvent à un changement radical, donc on imagine. Alors, je sais que ça peut exister, mais en tout cas, moi, c'est pas ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que d'extérieur, on voit le monde des affaires, on voit ensuite le sport aventure, le sport de haut niveau. On peut avoir l'impression d'un changement radical sur chacune de ces étapes. En fait, les moments de vie se sont enchevêtrés. Mon rêve, c'était le voyage. J'ai commencé à voyager donc en école quand j'ai commencé justement à gagner ma vie à travers des stages, et puis à gagner en indépendance, en autonomie. J'ai commencé par des road trips. Très vite, j'ai eu envie de laisser la voiture pour aller arpenter les environs, les paysages, les déserts surtout, parce que c'est ça qui m'attirait. Donc tu courais déjà? Alors, au début, je marchais, et puis peu à peu, je me suis mis à la course. J'ai commencé à m'entraîner. Au début, 5-10 km, c'est compliqué. Puis on allonge les distances. Ce qui m'a vite intéressée, c'est pas la vitesse. Donc là aussi, c'est un parcours qui est assez atypique, parce qu'en général, quand on fait ses gammes donc dans un club d'athlétisme, on commence par le cross, on commence par le demi-fond, et on va progressivement vers le 10 km, vers le marathon. Moi, tout de suite, ce qui m'a plu, c'était allonger les distances. C'est-à-dire que je ne voyais pas du tout la vitesse comme quelque chose d'attrayant. Pour moi, c'était le tenir en distance. Donc en partant avec d'autres, des compagnons, des amis, sur des
trek, des randonnées, puis peu à peu des mini-expéditions, donc des expéditions de 2-3 semaines. Quand les journées se terminaient, moi je pouvais continuer en fait. C'est-à-dire j'avais pas forcément envie de m'arrêter tout de suite. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais peut-être ces prédispositions pour l'endurance, mais aussi plus que des prédispositions, parce que j'aime pas beaucoup parler de prédispositions. Je pense qu'on est tous capables de beaucoup de choses. C'est avant tout une question d'envie. C'est-à-dire que j'avais cette envie en fait d'aller plus loin, de continuer à avancer. Et donc petit à petit, donc c'est aussi une histoire de rencontre, une histoire d'opportunité, une histoire de curiosité, je pense aussi, parce que je suis extrêmement curieuse, donc je peux rencontrer une personne qui évolue dans un univers totalement différent, en apparence, donc un domaine d'activité totalement différent. En réalité, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses en commun, des ressources que l'on met en œuvre qui sont assez similaires. Et je peux me dire, mais c'est génial, le domaine dans lequel il intervient, il évolue. Et du coup, me passionner pour ce domaine et puis y aller. Donc c'est un peu ça, c'est un peu la façon dont je procède. Donc au début c'était les déserts, puis peu à peu ça a été les déserts plus froids parce que j'ai une préférence. Enfin j'aime beaucoup le froid. J'aime beaucoup le blanc, j'aime beaucoup le vide, l'isolement, l'inconnu. Et puis il faut savoir que c'est des déserts arctiques et antarctiques, et surtout antarctiques, qui sont c'est particulier. C'est-à-dire que c'est des déserts qui sont très hostiles, mais en même temps vous avez très envie d'y retourner quand vous les quittez. Donc ils ont une forme ils sont extrêmement attirants et ça c'est difficile à expliquer. Les explorateurs du début du XXe siècle le disaient aussi. Ils avaient une très forte envie d'y retourner. Donc c'est un peu ce que j'ai ressenti. Donc au début c'est des petites expéditions au Svalbard. Au début on y va pour faire du ski de randonnée, puis ensuite on y va pour faire de la marche, de la course. Puis au final on commence à y aller plus régulièrement. Donc au début sur des semaines, des 3 semaines, puis ensuite on y revient aussi des week-ends des fois. Donc c'est des week-ends d'entraînement et c'est comme ça que ça s'est fait petit à petit. Des rencontres aussi, beaucoup de rencontres. J'ai passé pas mal de week-ends dans les Alpes. Donc là en l'occurrence j'étais encore en cabinet américain quand je faisais ça. Je partais avec le premier train de 6h37 le matin pour Grenoble. Je rentrais le dimanche soir. J'étais fatiguée parce qu'après il y avait une semaine qui était assez intense en cabinet. J'imagine. Mais j'étais juste fascinée par toutes ces rencontres. Et puis après, c'est un écosystème. Vous évoluez avec des personnes qui évoluent dans les univers polaires. Et donc, vous avez de plus en plus d'informations. Vous lisez de plus en plus de livres. Et au final, ce qui, au début, est une idée qui peut paraître complètement folle. En l'occurrence, quand j'ai décidé de traverser l'Antarctique sur 2045 km, c'était complètement fou. Même pour moi, j'en avais le vertige en fait quand je pensais à cette idée. Mais à force de faire, c'est-à-dire à force de rencontres, à force d'entraînement, à force d'évoluer dans un environnement, ça vous paraît presque quotidien. Et je crois que c'est ça qui permet aussi d'atteindre ces objectifs, de réussir, que ce soit dans le sport de haut niveau, en entrepreneuriat, en entreprise. C'est que finalement, l'objectif qui est ambitieux au début parce que vous sortez vraiment de votre zone de confort, vous allez très loin par rapport à ce que vous faites au quotidien. Au fur et à mesure de la préparation, cet objectif devient votre quotidien. Et c'est peut-être là le jour où vous êtes prêt en fait. C'est quand pour vous ce n'est plus exceptionnel. Ouais. Et c'est pour ça que souvent, quand on voit d'extérieur une traversée de l'Antarctique, une expédition en Arctique, on voit le froid, on voit les moins 50 degrés, on voit la banquise, on voit les crevasses, on voit les ours polaires, on voit tout ça d'extérieur et on se dit waouh, c'est horrible en fait, j'ai pas envie d'aller là-bas. Mais en fait, on oublie que le chemin nous a peu à peu formaté pour que on puisse réussir. Bien sûr. Et le chemin, c'est des entraînements, c'est une prépa physique, c'est des entraînements dans le froid, c'est une préparation d'un itinéraire, une préparation logistique, la préparation d'un financement. C'est des heures et des heures où vous pensez à votre projet, vous le visualisez, vous voyez dans le projet. Et donc, vous n'êtes pas projeté du jour au lendemain. Et donc, au final, ce qui peut paraître fou d'extérieur, en fait, est préparé. Donc, il n'y a pas d'inconscience. Et donc,
donc on essaye justement de minimiser tous les risques, même s'il y en a évidemment un tout petit peu plus que dans une activité peut-être un peu plus sédentaire. Je reconnais qu'il y a plus de risques, c'est évident. Vous avez une rafale de vent à 300 km/h en plein milieu de l'Antarctique, vous ne pouvez rien y faire, enfin, vous pouvez pas survivre. J'ai connu aussi des situations de survie à moins 50 degrés. Tout ça, c'est très... c'est évidemment... Il y a une part de risque, ça c'est évident. Mais après, tous les éléments, tous les risques que l'on peut limiter, on essaye de faire en sorte de les limiter. Donc on choisit un équipement, on choisit des dates de départ, d'arrivée, des dates d'expédition, on choisit un itinéraire qui vous permette de limiter le risque et de rendre le projet réalisable, tout en essayant d'aller un petit peu au-delà de ce qui a été fait auparavant. Et c'est tout ça la difficulté dans le sport aventure, c'est que quand on veut innover, faire différemment, il faut aller un tout petit peu plus loin, mais pas trop loin, parce que si vous allez trop loin, vous savez pas si ça passe ou pas. On n'est pas dans le domaine de la compétition, donc là, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc il faut y aller petit à petit, et c'est ça que j'aime beaucoup dans le sport aventure. D'accord. Il y a plein de choses très très intéressantes dans tout ce que tu as dit. Moi, j'ai retenu une phrase aussi. Tu as dit que tu prenais autant de plaisir à visualiser et à te préparer qu'à réaliser l'objectif. Ça, je trouve que cette phrase, elle contredit un peu ce que beaucoup pourraient penser, mais au final, moi, je vois le sport vraiment de la même façon. Tu peux nous parler un petit peu plus de comment est-ce que tu as visualisé justement cette traversée-là, et quels sont un peu à quelle fréquence tu le faisais, quels étaient les outils que tu utilisais, quelles sont les difficultés auxquelles tu as pensé pour t'y préparer, parce que finalement, je pense que, j'en sais rien, mais tu me confirmeras ou pas, mais on peut pas du tout anticiper 74 jours d'expédition avec plus de 10 heures de marche par jour. Comment est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans le détail, voilà, de cette préparation mentale que tu as faite? Alors, la première chose, c'est la visualisation du positif. C'est déjà, pour atteindre un objectif, il faut déjà être convaincu et se voir en train de réussir. Ouais. Donc, pour une compétition, c'est se voir franchir la ligne d'arrivée le premier. Pour une expédition, c'est se voir au terme de l'expédition. Donc là, on est vraiment dans l'imagination. On se voit en train de réussir, en train de pleurer d'émotion après 70, 75, 80 jours d'expédition. Ça, c'est important parce que c'est ça qui va vous donner confiance, surtout quand vous rencontrez beaucoup de personnes qui vous disent que c'est impossible, quand vous rencontrez des difficultés qui vous donnent énormément de vertige. Alors c'est le cas par exemple d'accidents. Moi j'ai eu plusieurs accidents juste avant l'Antarctique. J'ai moins de blessures mais des accidents. Alors c'est lié aussi au sport aventure. La blessure, on apprend petit à petit à s'entraîner pour éviter la blessure. L'accident, c'est parfois un peu plus compliqué. Donc vous avez des accidents, vous avez des difficultés à trouver des partenaires, vous avez des partenaires qui vous lâchent, c'est ce qui m'est arrivé aussi avant le début du projet, des itinéraires à revoir, des équipes à former, enfin tout ça c'est parfois ça vous donne beaucoup de vertige. Donc ce qui va vous donner la force d'atteindre l'objectif, c'est déjà de le voir. Donc déjà se voir tout ça, les gens qui t'abandonnaient. Alors voilà, donc après la deuxième étape, c'est visualiser aussi les obstacles, parce que si on ne les visualise pas, ce qui va se passer, c'est que face à l'obstacle, alors si je prends un exemple par exemple sur la course, un ultra trail par exemple, donc peut-être certains de nos auditeurs ont plus l'expérience de l'ultra trail que des expéditions, mais dans un ultra trail par exemple, vous êtes confronté parfois à la pluie, parfois à des douleurs sous la plante des pieds, des douleurs aux mollets, des douleurs aux ischios, des envies de vomir, des hypoglycémies. Tout ça, si vous ne le visualisez pas, ou la pluie par exemple, si vous imaginez que vous allez courir sous le soleil et qu'il pleut, il est probable qu'au bout de 40 ou 50 km, vous abandonniez parce que vous subissez en fait ce qui se passe. Pour pas subir, il faut visualiser tout ce qui peut vous arriver. Donc ça veut dire les douleurs, l'estomac, la douleur sous la plante des pieds, la pluie, le fait que la course ne sera pas parfaite.
Donc ça, c'est important de façon à ce que lorsque ça arrive, ce soit encore une fois normal. On parlait tout à l'heure de normalité, de quotidien, pour que ça soit dans le quotidien de la course. Alors c'est vrai aussi d'une expédition. Alors il y a beaucoup de choses qu'on connaît en amont. Par exemple, marcher dans le froid, c'est quelque chose qu'on a expérimenté. Donc, on peut se voir marcher dans le froid. On peut se voir manger les mêmes lyophilisés pendant plusieurs semaines. On peut se voir ne pas prendre de douche pendant plusieurs semaines. Donc là, en l'occurrence, en Antarctique, c'est 3 mois. Mais quand on le vit déjà sur 3 semaines, 4 semaines, on peut voir à peu près ce que cela fera sur 3 mois. Enfin, en tout cas, on peut beaucoup plus le visualiser que quelque chose qu'on n'a jamais connu. C'est visualiser tous ces obstacles auxquels on va être confronté, de manière à ce que lorsque ça arrive, on ne les subisse pas. Ensuite, il y a les obstacles que l'on n'a jamais vécus. Alors là, en l'occurrence, en Antarctique, j'étais confrontée à des vagues de glace qui sont plus ou moins hautes. Elles sont formées par le vent. Elles sont tranchantes comme des lames de rasoir. Alors quand je suis arrivée, il y en avait absolument partout sur les 400 premiers kilomètres. Et puis après, elles étaient un peu plus éparses. Tous les explorateurs que j'avais pu rencontrer qui avaient été au cœur du continent antarctique, puisque les côtes sont très différentes, et moi j'avais été sur les côtes au préalable, m'avaient dit, tu verras, on peut très bien les contourner. Donc pas mal de personnes comme Dixé dans Sarkoer et d'autres explorateurs m'ont raconté ça. Ils m'ont dit qu'on peut tout à fait contourner les vagues de glace. Moi, j'arrive sur le continent. Les vagues de glace, elles ne sont pas contournables parce qu'elles sont trop abondantes. On a été. Je rigole, mais c'est pas drôle du tout. On a été en fait déposé à un endroit où il se trouve que toutes les vagues de glace sont abondantes. Faut savoir qu'on n'est pas déposé à un endroit. On peut être déposé à 10 km près par rapport aux coordonnées que l'on communique. Donc là, en l'occurrence, il y avait des vagues de glace partout. Peut-être qu'à 10 km à côté, il y en avait beaucoup moins. En l'occurrence, on ne pouvait pas du tout les contourner. Donc, on les franchit les unes après les autres. Ça, pour le coup, vous ne pouvez pas l'expérimenter ailleurs parce que des vagues de glace, vous n'en avez pas dans les Alpes, vous n'en avez pas en Arctique. On a des crêtes de compression, donc c'est un tout petit peu différent. C'est pas du tout la même texture, la même façon de les franchir. Donc, le traîneau se renverse toutes les 3 minutes. Vous perdez du temps à vous retourner, à le redresser, donc à chaque fois avec un équipement qui vous gêne en fait pour ce type de manipulation, qui empêche la fluidité, et tout ça rend la course un peu plus lente. Donc les vagues de glace, il a fallu visualiser le fait que il y en aurait beaucoup sur le continent, que parfois je serais peut-être amenée à les franchir. Alors bon, j'avais pas nécessairement imaginé qu'il y en aurait eu autant, mais en tout cas je m'étais visualisée en train de les franchir. J'avais visualisé aussi la faim et le froid extrême. J'ai eu du moins 50 degrés, je ne l'avais jamais vécu auparavant. J'ai eu très faim aussi, ce qui est le cas sur des expéditions très longues. Donc là, il faut savoir qu'on était sur 2045 km. 2045 km, c'est vraiment la limite sur des expéditions à ski de randonnée sans voile de traction, parce qu'on a toujours un temps qui est incompressible en Antarctique. C'est que les expéditions ont lieu durant l'été austral. Ensuite, on quitte le continent. Il n'y a plus d'avions, il fait nuit, c'est la nuit polaire, etc. Donc nous, on est parti sur une distance. Pour le coup, quand je parlais de limite tout à l'heure, on était vraiment... la distance est importante parce que elle vous met une pression. Du coup, quand vous avez plus de kilomètres à faire, vous devez nécessairement marcher plus longtemps. Et donc, qui dit marcher plus longtemps avec un traîneau qui est assez lourd, dit forcément une perte de poids. Et moi, en l'occurrence, je pesais vraiment très peu en fin d'expédition. Et voilà, c'est un poids que j'avais pas atteint auparavant sur aucune autre expédition et que je ne connais pas aujourd'hui en compétition. Donc, j'avais vraiment vécu une très, très grande perte de poids. Donc ça, pour le coup, ne l'ayant pas vécu auparavant, il m'a fallu visualiser le fait que j'allais vivre quelque chose qui est d'après ce que me racontaient les autres, notamment je pense à l'expédition de Ben Saunders, par exemple, en 2013. Ils ont connu aussi la faim, tous les deux, Ben et Tarka, et ils m'ont parlé de ça, et je visualisais en fait le fait que j'allais vivre quelque chose qui est difficile, mais que je ne peux pas encore savoir ce que c'est tant que je l'ai pas vécu. Mais je crois que le fait de l'avoir visualisé, déjà d'avoir eu l'information et de pouvoir me dire que j'allais être confrontée à cet obstacle-là, m'a aidée pour le franchir. Sinon, j'aurais été surprise, je pense, par cet obstacle en me disant que c'est pas normal de le vivre. Donc c'est vrai aussi du froid extrême, c'est vrai aussi des vagues de glace. Donc visualiser en fait aussi tout ce que l'on ne connaît pas, et ça pour le coup c'est grâce à la préparation, c'est grâce aux rencontres, c'est grâce aux lectures, c'est grâce à la préparation du moindre détail que l'on est capable de visualiser ce genre de choses. Et puis visualiser aussi le fait que des obstacles imprévisibles se produiront nécessairement.
Ça, je pense qu'il faut vraiment partir du principe que dans l'aventure, le sport-aventure, il y a de l'imprévisible. Il y en a un petit peu aussi dans l'ultra-trail, mais un peu moins que dans le sport-aventure, un peu plus que dans la course sur route. Mais après, ce qui fait aussi le charme du sport-aventure, c'est justement ces aléas et cette imprévisibilité, parce qu'on est dans un cadre... Enfin, il n'y a pas de cadre, justement. C'est ça, en fait, qui fait tout le charme de ce sport. Mais après, il y a toujours de l'imprévisible, quoi, tu vois, et il y a même toujours des choses que tu pourras jamais visualiser. Je pense, là, je pense à Jérémy Azou, lui en aviron. Sur les JO de Londres, le bateau anglais fait plus ou moins semblant de casser sa rame. Du coup, tous les compétiteurs restent sur leur bateau à 15 heures sous 35 degrés, pendant que les Anglais en fait reviennent sur la côte à l'ombre, boivent, s'hydratent. Et une demi-heure plus tard commence la course. Et en fait, ce petit coup de soleil a complètement changé finalement l'histoire de la course. Et ça, personne n'aurait pu y penser. Est-ce qu'ils ont triché, enfin, pas triché, mais est-ce qu'ils ont fait semblant ou pas? Tu vois, c'est des choses qui te surprennent tellement que finalement, il y a que les vives qui t'apprennent ce qui se passe. Tout à fait. Mais si je comprends bien, du coup, t'as rencontré énormément de gens, t'as fait énormément de visualisations, t'es allé sur les lieux aussi. Là où on pourrait dire que ce que tu fais, que certains pourraient dire que c'est de la folie, en fait, moi je trouve que t'as presque rien laissé au hasard finalement. Peut-être parce que aussi ta vie en dépend. Cette organisation, cette rigueur, c'est quelque chose que tu as appris ou c'est quelque chose que tu t'es imposé? C'est quoi un peu le... Alors, je crois que la rigueur, l'organisation, la discipline, elle est extrêmement importante dans le sport aventure, dans le sport compétition aussi. Se dire qu'on va s'entraîner tant d'heures par semaine, faire tant de kilomètres, faire telle ou telle séance de qualité. Je crois que c'est la clé du succès, clairement. Donc ça demande beaucoup d'efforts. En matière de préparation logistique, pour ma part, c'était des nuits jusqu'à 3 heures du matin passées à préparer le moindre détail, à préparer son matériel. Mais je crois que quand on a la passion, on le considère pas comme un travail. Enfin, le terme travail parfois est mal connoté. On imagine souvent une contrainte. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline, beaucoup d'exigences. Parfois, on fait beaucoup de concessions. Donc, on a peut-être un peu moins de loisirs parce que justement, il faut s'entraîner. Donc, on va peut-être pas pouvoir participer à telle ou telle soirée qui est à quelques jours d'une compétition importante ou d'une expédition, d'un départ d'expédition. Mais en fait, on est tellement passionné qu'au final, on ne le ressent pas comme une contrainte. Alors, d'où est-ce que c'est venu? Je pense que déjà, j'avais peut-être ça en moi, c'est-à-dire le fait d'être bien ordonné, de bien préparer. Je pense que c'est surtout la ténacité, l'acharnement, le fait de continuer jusqu'à ce que ça passe et surtout de ne jamais laisser l'obstacle franchissable gagner. Alors, je parle d'obstacle franchissable parce que naturellement, parfois dans la vie, on a aussi des accidents de vie qui font qu'on est face à des obstacles qui nécessitent que l'on change de chemin, tout simplement. Mais la plupart des obstacles sont franchissables et ces obstacles-là qui sont franchissables, pour moi, ils ne peuvent pas gagner. C'est-à-dire, si j'ai décidé d'aller vers un objectif, j'irai. Et donc, ça nécessite forcément beaucoup de ténacité, beaucoup d'acharnement, beaucoup de persévérance. Après, les différentes expériences, donc j'ai fait une école de commerce, une classe prépa, j'avais pas nécessairement de talent inné, donc il m'a fallu beaucoup bûcher pour y arriver. Puis l'expérience en cabinet d'avocat, donc en fusion-acquisition avec des horaires aussi très lourdes, etc. C'est sûr que ça m'a donné aussi... ça a peut-être complété cette capacité d'organisation que j'avais déjà. Après, ça demande aussi beaucoup de
de capacité entrepreneuriale, dans le sens où, que ce soit dans le sport aventure ou le sport de haut niveau, surtout quand on évolue dans un sport confidentiel, dans lequel on n'est pas forcément pris en charge dans un écosystème, mais il faut aussi se débrouiller un peu. Ça nécessite quand même être capable de gérer, être capable de convaincre d'autres de vous rejoindre dans votre aventure, donc constituer un collectif, savoir lever des fonds, donc savoir nécessairement parler de ce que l'on fait, voilà, ce sont des capacités qui font partie peut-être un peu de moi, mais aussi que j'ai pu approfondir au cours peut-être de ma vie professionnelle et durant mes études. Et c'est aussi des rencontres, c'est un peu le temps aussi qui passe et qui vous rend un peu meilleur sur tous ces aspects-là. Ouais, c'est clair. Tu as parlé de collectif. Moi, je pense vraiment que les gens talentueux, en tout cas, sont ceux qui arrivent à s'entourer le mieux. Et notamment dans le sport, parce qu'il y a on parle beaucoup des heures d'entraînement, mais on parle très très peu des heures qui sont invisibles, le choix du matériel, la façon de s'alimenter, la récupération. Toi, comment est-ce que tu t'es entouré et qui est-ce qui aujourd'hui fait partie justement des gens qui te soutiennent beaucoup et qui te permettent un petit peu on va dire, de gagner du temps et de pouvoir jongler avec tout ça? Alors, déjà, c'est vrai que le collectif, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que je pense qu'on atteint un objectif à plusieurs. Pour une raison toute simple, c'est que déjà, on a 24 heures dans une journée et qu'on ne peut pas acquérir toutes les connaissances dans tous les domaines. Donc, ceux qui vont le plus loin, c'est clairement ceux qui savent s'entourer. Donc, et c'est vrai aussi d'un sport comme la course à pied, qui peut donner l'impression d'extérieur d'être un sport individuel. Moi, je le vois comme un sport collectif. C'est-à-dire que sur le chemin, sur la piste, on est seul, mais il y a d'autres personnes autour de vous. Alors, ce sont des nutritionnistes, des kinés, des médecins, des chercheurs. C'est aussi votre ravitailleur, celui qui sera là au point de ravitaillement, qui a un rôle extrêmement stratégique, parce que s'il ne vous donne pas les bonnes informations sur l'état d'avancée de la course, sur la position de telle ou telle concurrente, sans cette information, vous pouvez moins bien performer. Donc, il y a tout plein d'aspects qui sont essentiels, et donc s'entourer, c'est fondamental. Après, c'est extrêmement difficile, ça c'est évident. Trouver les bonnes personnes, c'est quelque chose que je trouve extrêmement complexe. Ça l'est aussi en entreprise, et c'est vrai aussi dans le sport aventure, dans le sport de haut niveau. Alors moi, pour chacun des projets, j'ai des équipes, c'est-à-dire que certaines personnes sont là pour tous les projets et d'autres sont là pour certains projets et puis pas sur d'autres et ainsi de suite. Par exemple, quand j'ai préparé l'Antarctique, donc j'ai été suivie notamment par un nutritionniste qui me suit encore aujourd'hui dans le sport de haut niveau, par un laboratoire en micronutrition aussi, puisque c'est assez capital pour ce genre de projet extrêmement engagé. Je suis suivie depuis longtemps, depuis plusieurs années, par un kiné aussi, parce que c'est extrêmement important quand on fait de la course à pied sur ultra-distance. On a bien souvent des micro-blessures qu'il faut pouvoir gérer à temps. Donc les moments de récupération et les massages sont naturellement font partie de la préparation physique. J'étais entourée aussi d'un préparateur physique, un champion de Pencak Silat, donc extrêmement connu dans le milieu des arts martiaux et du combat, et qui m'a apporté beaucoup pour la préparation de mon expédition à travers l'Antarctique, parce que c'est une préparation physique un tout petit peu différente de la course à pied sur ultra-distance. C'est que j'étais amenée à tracter des pneus sur le sable, tracter des traîneaux donc sur la neige dans le Vercors, et puis également travailler en chambre froide, donc par des températures très négatives, et puis porter aussi beaucoup de sacs à dos très lourds. Donc marcher avec des chaussures parfois très inconfortables, de longues heures, et donc dans des températures soit négatives ou même parfois des températures très, très chaudes pour supporter cet inconfort. Ça fait partie aussi de la prépa mentale et la prépa physique. Donc là, j'étais entourée par un préparateur physique. Après, pour des compétitions, là actuellement, je suis entourée par l'équipe de France d'ultrafond, puisque je prépare les championnats du monde de 24 heures qui auront lieu au mois d'octobre.
J'ai aussi un club donc avec un entraîneur plutôt sur l'aspect vitesse. Je suis entourée aussi par mes partenaires et puis par des chercheurs notamment qui travaillent à l'INSEP avec lesquels on essaye de récolter des données sur l'ultrafond mais aussi l'adaptation, parce que j'ai fait récemment une course à la fois dans des univers très froids et très chauds. J'ai fait 7 marathons en 7 jours à la fois en Antarctique et puis dans des régions plus chaudes. Et avec l'INSEP, on a pas mal travaillé sur cette possibilité d'adaptation croisée, ce qui peut être très intéressant, notamment dans le cadre de l'ultra trail, puisque quand on commence une course, on peut commencer au bas de la montagne par des températures assez élevées, et puis on peut durant la nuit être en altitude par des températures plutôt fraîches. Donc pouvoir s'adapter, s'acclimater à une différence de température sur une même compétition, c'est une question qui se pose aujourd'hui, alors que c'est vrai que jusqu'à présent on se posait plutôt la question de l'adaptation au froid, notamment pour une expédition par exemple dans le froid, ou l'adaptation et l'acclimatation au chaud, par exemple pour les Jeux de Tokyo. Mais là, c'est vrai qu'on est allé un tout petit peu plus loin, et donc l'objectif c'est peut-être de continuer avec eux sur des recherches de ce type-là. Donc voilà, l'accompagnement et le collectif, il se fait vraiment en fait, il y a beaucoup de monde, et en même temps, c'est à vous d'être assez indépendant et assez... pour faire en sorte que tout ce monde s'entende et que vous puissiez aller le plus loin possible ensemble. Donc il y a quand même un jeu de management qui est assez intéressant aussi à réaliser. Ouais, complètement. Et puis en plus, t'as pas parlé de l'aspect logistique, mais j'imagine qu'elle est en Antarctique, tu dois acheter énormément de matériel, tu dois prévoir énormément de billets d'avion, tu t'es rapproché, il me semble que tu es allé jusqu'au Chili, non? Oui, c'est ça. Puis donc la base, en fait, je me suis rapprochée de beaucoup de bases en fait avant d'aller en Antarctique, puisque initialement je ne savais pas du tout quel itinéraire j'allais emprunter. Donc j'ai contacté plusieurs bases, et notamment des bases scientifiques, des bases françaises aussi. Et puis au fur et à mesure du projet, on affine un itinéraire. Et donc je me suis rapprochée d'une base américaine, et je suis passée effectivement par le Chili. Et effectivement, faut travailler main dans la main avec la base, parce que ils peuvent accepter votre projet comme ne pas l'accepter, sauf qu'on a réellement besoin d'eux pour pouvoir être déposés sur la côte du continent. On a besoin d'eux aussi pour un secours potentiel. Donc il faut qu'ils aient confiance en votre projet. Là, on échange beaucoup, ils posent beaucoup de questions. Donc tout ça, effectivement, la logistique, oui, c'est un élément extrêmement important. Et aussi quand on se rend en Arctique, on a effectivement pas mal de logistique, ouais. Ouais. J'en doute pas une seule seconde, quoi. Ça a l'air... rien que l'organisation, moi j'aime bien les gros projets, j'aime bien le management. Rien que le faire, je pense que ça me plairait, tu vois, d'organiser une grosse expédition comme ça. Là, en ce moment, moi, je prépare du saut en parachute. Et donc, le fait d'apprendre, de prévoir où est-ce que je vais sauter, déjà, j'y trouve un petit peu mon compte, mais j'imagine qu'en aventure, ça doit être encore plus fort. J'avais une dernière question sur cette expédition. Et après, on parlera de tes performances plus récentes. J'ai cru comprendre que tu avais eu une rage de dents quelques jours avant. Ouais, alors j'ai eu une rage de dents pendant l'expédition. Pendant, ok. Ouais. Je me suis cassé une dent en mangeant un aliment qui était plutôt froid. Faut savoir que ça peut paraître étonnant, mais la plupart des explorateurs, en tout cas quasiment tous ceux avec qui j'ai pu échanger, se sont déjà cassés une dent lors d'une expédition. Pourquoi ? Parce que déjà on est assez affaibli de par l'expédition. On est là en l'occurrence en Antarctique, je faisais 70 heures d'efforts par semaine pendant 3 mois, donc on est bien au-delà de ce que l'on fait au quotidien quand on s'entraîne pour une compétition. Donc on est affaibli, et en plus on a tendance à vouloir parfois manger vite, parce que justement il faut repartir vite à cause des températures très négatives. On peut pas rester forcément en pause trop longtemps. Les aliments sont froids, donc c'est pas quelque
quelque chose qui est surprenant dans cet univers. D'accord. De se casser une dent, ça arrive régulièrement. Et je pense notamment à notre explorateur qui malheureusement est décédé en Antarctique en 2016 et qui avait pris une photo de lui donc avant son décès où il s'était cassé une des dents de devant. Donc c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Donc en fait pour nous c'est pas quelque chose d'étonnant, voilà. Sauf que là ça s'est terminé par une rage de dents que j'ai gardée donc pendant un mois. Il faut savoir qu'on est en altitude, en Antarctique on est à 3000 mètres d'altitude. On imagine souvent l'Antarctique comme étant au niveau de la mer, mais c'est pas le cas. On est à 3000 mètres d'altitude. 3000 mètres, étant donné que la pression atmosphérique est plus basse, ça équivaut à 3005, 3008 chez nous. Donc tout ce qui est douleur dentaire est beaucoup plus prononcé, puisqu'avec l'altitude, on ressent beaucoup plus ce type de douleur. Et donc c'était très, très inconfortable. Après, on a tendance avec le temps à diminuer en fait tous les obstacles que l'on a pu rencontrer. C'est-à-dire que c'est vraiment l'abandon ou le regret qui vous marque. Mais par contre, les obstacles que vous rencontrez, si vous parvenez à les surmonter et que vous continuez, au final, vous avez tendance à les diminuer, à presque, pas les oublier, mais à les rendre finalement bon voilà, c'était un obstacle, alors que sur le moment c'était beaucoup plus compliqué à supporter, mais au final je suis passée outre et c'est ça que l'on retient. Et c'est pourquoi parfois quand on est sur une course d'ultra distance, on a des douleurs, on a mal partout. Si on abandonne, on retiendra surtout l'abandon qui nous marquera pour longtemps, alors que si on va au bout, finalement ces douleurs on les amoindrira dès le lendemain. On retiendra surtout le fait qu'on a continué, qu'on a persévéré, et ça nous apportera beaucoup de plénitude. Donc il y a eu cette rage de dents. Après j'avoue que c'est un tout petit peu plus facile à supporter, même si c'est très désagréable, mais c'est plus facile à supporter que les moins 50 degrés ou que la faim, ou que ça c'était encore autre chose. Là c'était plus une situation de survie. C'est-à-dire que la rage de dents, c'est une question de persévérance, accepter de continuer malgré la douleur qui est absolument inconfortable, alors que les moins 50 degrés, vous posez pas la question là pour le coup de l'abandon. Et on me demande souvent est-ce que tu n'avais pas envie d'abandonner à ce moment-là, mais non, tu te poses pas cette question-là parce que tu es en situation de survie, donc c'est très instinctif, c'est très tu ne contrôles plus ce qui se passe, il faut marcher vite, choix, en fait, voilà, tu n'as pas le choix. Donc ça c'est plus compliqué, c'est ce qui vous amène après à quand vous êtes sous tente, à pleurer ou à ressentir une forme de... Vous savez que vous avez pu y passer, en fait, alors que la rage de dents, voilà, c'est un obstacle, c'est un inconfort, mais vous pouvez mentalement vous dire, il faut que je continue malgré tout, que je passe outre, ça c'est possible. Ok. Et je sais que t'es partie avec ton mari pour faire cette expédition. Ça vous a, j'imagine que ça a dû vous rapprocher comme jamais de vivre quelque chose d'aussi fort. Et est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où tu te couches le soir, je sais pas si c'est le soir ou si c'est en journée que vous dormiez, parce que c'était l'été astral donc il fait jamais nuit, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous vous dites ouais, j'ai peur de pas me réveiller, ou est-ce que vous vous êtes dit des choses je sais pas, très fortes, ou vous devez avoir peur l'un pour l'autre en plus d'avoir peur pour soi? Ouais, c'est vrai que j'ai la chance de partager cette passion du sport-aventure avec mon conjoint, donc c'est quelque chose qui nous rapproche, surtout s'agissant d'expéditions engagées dont il est difficile parfois de rendre compte. C'est pour ça qu'on parle souvent de la solitude de l'alpiniste qui part seul et qui peut ressentir une forme de vertige à son retour. Le vertige, il est lié aussi au fait que c'est très compliqué en fait d'expliquer, de raconter ce que l'on
l'on vit. Mais comme toute expérience très forte, comme une expérience entrepreneuriale, comme un journaliste qui part sur une zone de guerre, comme une femme qui met au monde son premier enfant, c'est des moments qui sont très forts et dont c'est difficile d'expliquer, de raconter. Là, en l'occurrence, c'est en plus un domaine dans lequel on est très peu. Donc, on a encore plus de difficultés à partager. Et donc, le fait de l'avoir vécu ensemble, ça nous rapproche, ça c'est évident. Après, ce qui rend les choses plus compliquées, et tu l'as dit, c'est dans les moments de danger, c'est le risque, en fait, quand on a autant d'affection vis-à-vis de son compagnon de cordée, c'est le risque de perdre ses moyens dans la gestion de la situation. Et ça, on en avait beaucoup parlé en amont. Je me suis déjà retrouvée aussi avec lui dans d'autres contextes, notamment, je pense au Groenland, au Svalbard, dans des situations d'accident où ça a été très compliqué parce que justement, il y a un attachement qui fait que ces réflexes que l'on mettrait en œuvre dans le cas de personnes que l'on connaît moins, là, en fait, on ne voit pas l'humain, on voit la personne que l'on aime. Donc ça, c'est très particulier. Donc, bon, je reconnais que c'est un risque, effectivement. Après, avant de partir en Antarctique, parce que je savais qu'on partait sur une expédition extrêmement engagée 2 ans après notre expédition, Henry Worsley n'en est pas revenu, donc c'est des expéditions qui restent encore à ce jour très engagées du fait des conditions, en fait, c'est-à-dire des conditions de marche face au vent, dans des conditions de moins 50 degrés, des crevasses, des rafales de vent qui peuvent aller jusqu'à 300 km/h, des vents catabatiques et vous emporter. Donc il y a énormément d'engagement. Et je sais qu'en partant en Antarctique, ce que j'ai ressenti et que je n'avais pas ressenti auparavant en partant 3 semaines ou 1 mois au Svalbard, par exemple, c'est une possibilité de ne pas en revenir. Et ça, on l'avait même préparé, même d'un point de vue administratif. Hein. C'est des choses qui avaient surpris nos proches, en tout cas ceux qui n'étaient pas conscients de la difficulté, en fait, de ce que l'on allait entreprendre, puisque il y a ceux qui s'en rendent compte et qui vous disent que c'est impossible, puis il y a ceux aussi qui ne se rendent pas nécessairement compte, en fait, de ce que vous allez faire, parce qu'ils sont dans un autre environnement. Et comme on parle pas beaucoup de régions polaires en France, c'était quelque chose d'un peu plus inconnu. Et donc on avait pris ces mesures-là, et c'est vrai que ça, c'est toujours sous-jacent quand on part sur ce type de projet. Après, l'envie de voir le cœur du continent antarctique aller au-delà de ça, mais en même temps, c'est parce que l'envie d'aller sur ce continent était plus forte. Je me lancerais pas dans un projet où cette conscience de pouvoir y rester est plus handicapante et fait que mon envie est diminuée. Là, elle n'était pas diminuée, donc j'y suis allée. Après, c'est particulier à vivre, hein, comme situation. Aujourd'hui, c'est vrai que dans une compétition, je ne le ressens pas du tout et je me concentre plutôt sur la performance, sur la vitesse, donc sur la préparation logistique, la préparation physique. Mais j'ai pas cette chose-là qui était en plus et qui n'est pas en réalité qui n'est pas agréable, en fait, à vivre. Hein, mais c'est juste que ça fait partie du projet. C'est lié à l'engagement de ce type d'expédition, tout simplement. Ouais. En tout cas, je trouve ça très beau d'en avoir fait une force, et y a peu, on connaît peu de couples qui font des exploits sportifs ensemble, et du coup, je trouve que c'est aussi vous êtes un très bel exemple et un très beau modèle. Plus récemment, tu as fait d'autres challenges, notamment le 31 janvier 2019, donc cette année. Tu t'es lancé dans le World Marathon Challenge, je crois que c'est ça. Donc c'est 7 jours, 7 marathons sur 7 continents. C'était venu comment, cette idée Vous êtes déjà, qui a créé cette course? Parce que je crois que vous êtes plusieurs, vous êtes une centaine, c'est ça, ou peut-être un peu plus. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce challenge, et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, c'est une compétition internationale qui a été créée il y a plusieurs années par Richard Donovan, qui est un ultra-trailer irlandais que j'avais eu l'occasion de rencontrer au pôle Nord il y a 6-7 ans.
Qui est assez médiatisé d'ailleurs. Qui est assez médiatisé, qui réalise des expéditions donc de sport-aventure, notamment la traversée des États-Unis en courant, qui se lance souvent sur des défis et qui a aussi bien performé dans le domaine du sport-compétition. Et donc, il a créé plusieurs courses. Donc, il dirige le World Marathon Challenge, mais il a d'autres courses aussi dont il s'occupe. Donc, moi, j'ai connu cette course par son intermédiaire. Il faut savoir que c'est une course qui est très médiatisée aux États-Unis, qui a fait la une des Runners World, à laquelle participent régulièrement des sportifs très en vue aux États-Unis. Je pense notamment cette année à Michael Wardian qui nous a accompagnés aussi, un ultra-trailer assez réputé. On avait un très beau plateau sur cette course cette année. Donc l'objectif, c'est parcourir le monde, donc courir 7 marathons en 7 jours. Sur 6 continents, en Antarctique et autour du monde, puis en Amérique du Nord, Amérique du Sud, ce qui fait 7 lieux différents. J'ai fait une boulette, j'ai dit 7 continents. Mais en fait, alors c'est vrai qu'on dit Richard dit 7 continents, c'est donc 6 continents, mais voilà, il divise l'Amérique donc avec l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc par des températures très froides en Antarctique, des températures beaucoup plus chaudes et une humidité notamment à Dubaï. Faut savoir que l'humidité est quelque chose de complexe à gérer pour un sportif. On a eu des décès dans le milieu du sport de haut niveau liés à l'humidité, parce que on transpire moins, la fréquence cardiaque augmente. Donc là, j'ai eu l'occasion de tester la course sur marathon dans un lieu assez humide à Dubaï, et c'est vrai que c'était une des courses qui m'a le plus marqué en termes de sensations, parce que c'est très peu agréable. Maintenant voilà, donc on est allé au bout de cette aventure. Ce qui m'a aussi plu, c'est que cette course commence en Antarctique, que moi j'ai une affection toute particulière pour ce continent, donc à chaque fois que j'ai l'occasion de pouvoir y mettre les pieds, je le fais. Là en l'occurrence c'était sur un lieu que je ne connaissais pas. J'ai ressenti beaucoup d'émotions parce que tout au long de ma course, de mon marathon, je revoyais des images d'expédition, donc j'ai ressenti une émotion particulièrement forte que je ne pouvais pas partager avec les coureurs, parce que là pour le coup c'était vraiment très personnel, c'était lié à une histoire très particulière sur ce continent, mais du coup on est très focus sur la compétition. Quand on est dans une compétition, j'ai été focus pendant 7 jours, toujours sur le qui-vive, c'est ce qui permet de réussir. C'est vrai qu'en Antarctique, parfois l'émotion m'a un peu submergée durant cette compétition, parce qu'il y avait quelque chose de plus fort en fait qui dépassait tout, et il a fallu ensuite quitter l'Antarctique pour continuer les autres courses, mais dès que j'étais sur le marathon du Cap, donc quelques heures après, j'étais de nouveau dans la compétition et dans l'objectif de performance. Cette course, j'ai voulu aussi la faire parce que dans le milieu de la compétition, donc là je sors du milieu du sport-aventure, dans le milieu de la compétition, je pratique plutôt la course à pied sur ultra-distance d'une seule traite. C'est par exemple les 24 heures. dont je suis championne de France, c'est le fait de courir pendant 24 heures la plus grande distance. Ou bien l'ultra-trail, comme le Grand Raid du Morbihan que j'ai fait il y a quelques jours, où l'objectif c'est parcourir les 180 km d'une seule traite. C'est là que je peux exploiter le mieux mon potentiel, et c'est ce que j'aime en fait, c'est-à-dire continuer à courir sans s'arrêter. Là, sur le World Marathon Challenge, l'objectif c'était de courir 42 km chaque jour et de récupérer dans des conditions totalement inadaptées, en hypoxie, passer d'un lieu très froid à un lieu très chaud. Donc forcément, je suis sortie de ma zone de confort, puisque j'étais dans un format de course qui ne correspond pas au format que j'affectionne et que je pratique. Et ça m'a permis du coup d'aller beaucoup plus loin. Et en l'occurrence, pour la préparation des championnats du monde, je sais qu'il y a eu des déclics lors de cette course, lors du World Marathon Challenge, parce que nécessairement, on est amené du coup à avoir une allure plus soutenue, puisqu'on court chaque jour et pas d'une seule traite. Donc ça vous oblige à... Enfin moi, ça m'a donné de nouveaux éléments en fait pour l'entraînement, parce que je me suis retrouvée à faire 295 km durant la semaine, à une allure assez soutenue, ce qui m'a permis ensuite de modifier toutes mes allures pour les entraînements qui ont suivi durant la saison. Donc c'était ce que j'allais chercher aussi, et j'avoue que j'ai passé un palier en termes de performance, quoi. Ouais. Et moi, je suis très bluffé parce que autant 7 marathons en 7 jours,
Je vais pas dire que je pourrais les faire, loin de là, hein. Même si j'ai couru 5 marathons, mais j'ai déjà vu notamment sur du triathlon, il y a un Français qui a fait une trentaine d'Ironman sur 30 jours. Mais moi, là ce qui m'a bluffé, c'était de prendre l'avion tous les jours. L'avion, ça a des conséquences assez catastrophiques sur la récupération, quoi. Tu fais de la rétention d'eau, la digestion aussi, c'est beaucoup plus compliqué, on s'en rend pas compte. On perd énormément de... Enfin, sur l'hydratation, il y a énormément de... Notre organisme subit beaucoup de choses. Et du coup, tu en as très brièvement parlé. Mais qu'est-ce que ça a vraiment eu de... Comment est-ce que ça, tu le prépares, ce peu de récupération? Parce que tu dors dans l'avion, tu dors quasiment pas. Comment est-ce que ça, tu l'as préparé? Alors, c'est effectivement ce qui a rendu la compétition compliquée. C'est l'élément qui rend la compétition compliquée. On me parle souvent des 295 km. Je pratique l'ultra-fond. Donc, la course à pied sur ultra-distance, c'est ma discipline. Donc, c'est pas ce qui m'a le plus inquiété lors de la préparation de cette compétition. Ce qui est le plus compliqué, effectivement, c'est l'avion, parce qu'en général, quand vous faites une course par étapes, c'est pourquoi là je suis allée encore plus au-delà de mon quotidien, c'est qu'en général quand vous faites une course par étapes, et moi je fais souvent des GR, je fais 40, 50 km par jour, 60 km par jour, et puis je reprends le lendemain, mais je reprends du lieu sur lequel je suis arrivée. Ouais. Et en général, la plupart des courses par étapes, même dans le domaine de l'ultra-trail, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous repartez le lendemain du point que vous avez atteint la veille. Là, c'est pas le cas. Donc on a dû préparer ça notamment avec l'INSEP. J'ai fait pas mal de séances d'acclimatation, donc là acclimatation croisée, acclimatation au froid, acclimatation au chaud. L'acclimatation au froid, on s'est rendu compte que je m'adaptais plutôt vite parce que mon corps avait le souvenir d'expériences dans le froid. Acclimatation au chaud aussi, donc ça veut dire un entraînement en chambre thermique par la température de 36 à 39 degrés. On a récolté pas mal de données et on a aussi préparé en fait tout ce qui allait se passer dans l'avion. Ça veut dire en fait il faut être toujours focus, c'est-à-dire quand vous êtes dans l'avion vous êtes encore en compétition. Ouais. Jamais, il n'y a pas de relâchement. Ouais, c'est ça, ouais. Donc il faut penser tout le temps récupération. Dès que une course est finie, c'est pas la relâche. La relâche, elle arrive à la fin et on voit vraiment la différence où là pour le coup à la fin on est extrêmement fatigué, une très grande envie de dormir, et pourtant durant toute la compétition on a très peu dormi, mais on tient le coup parce qu'il y a une forme d'adrénaline et on est focus complètement sur la course. Donc ça veut dire mettre des bas de contention dans l'avion, surélever ses jambes. Donc moi je mettais des sacs sous mes jambes de façon à pouvoir avoir les jambes à plat comme sur un lit. Ça veut dire aussi prévoir son alimentation. Donc là il faut tout prévoir pour 7 jours, ouais. Parce que la seule alimentation que l'on trouvait c'était celle proposée dans un avion. Qui n'est pas forcément adapté à un coureur. Donc il faut prévoir son alimentation, ouais. Mais aussi prévoir ce qui va pouvoir rentrer dans certains pays ou pas. Prévoir aussi les horaires auxquels on mange, auxquels on dort, puisque là, on est totalement... tout est chamboulé, ouais. Tout est chamboulé. C'est-à-dire que les horaires de sommeil et les horaires d'alimentation dépendent des moments de course et des moments de vol. Donc on peut être amené parfois à dormir alors qu'il fait jour dans le lieu que l'on est en train de traverser, ou bien à dormir alors qu'il fait jour en France, et la France on l'a quitté il n'y a pas si longtemps que ça, mais il faut quand même dormir à ce moment-là. On n'a plus de fuseau horaire, hein, c'est-à-dire que quand on arrivait quelque part on ne savait pas l'heure qu'il était, on savait juste qu'il faisait nuit ou qu'il faisait jour, donc ça on pouvait aisément le constater naturellement, mais on ne savait pas. J'ai couru par exemple la nuit à Dubaï, j'ai couru la nuit à Perse, quasiment partout d'ailleurs on a couru la nuit. Ouais, c'est vrai. À Dubaï, je crois qu'il devait être dans les 2 heures du matin, étant donné le peu de personnes dans les rues, alors qu'à Madrid ou bien à Santiago, je pense qu'il devait être 21h. Mais je pouvais le constater à ce qui se passait autour de nous, et puis aussi au moment où le soleil se levait le matin, le nombre d'heures, mais on est complètement déboussolé, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout de repères, et ça c'est assez fou. Moi qui ai plutôt l'habitude d'un
un temps long de l'expédition. Ce que je voulais éprouver aussi dans ce projet-là, c'était totalement l'inverse. C'est-à-dire un rapport au temps et à l'espace qui est complètement l'inverse de ce que je connais dans une expédition. Donc là, je suis vraiment allée vers autre chose et totalement l'opposé. Ouais. Bah, écoute, je suis vraiment bluffé. Ça donne très envie, en tout cas, ce challenge, tel que tu le décris. On arrive quasiment à la fin et il reste quelques minutes. Du coup, l'année dernière, tu as gagné les championnats de France, tu le citais, d'ultrafond. J'ai vu d'ailleurs sur tes réseaux sociaux que tu étais sélectionné du coup, pour faire les championnats du monde. C'est en octobre. En octobre, tout à fait, ouais. C'est ton prochain challenge? Ouais, c'est mon prochain challenge. Donc là, je me concentre là-dessus. C'est difficile de concilier expédition, sport-aventure et sport-compétition, car même si les ressources que l'on met en œuvre dans ces deux domaines sont similaires, les types d'entraînement sont très différents. En expédition, on s'épuise quand même beaucoup. Donc, pas d'expédition durant l'été. Je me focalise sur les championnats du monde et mon année 2020 va être aussi... va dépendre aussi des compétitions, des rencontres internationales et des compétitions auxquelles je veux participer. Mais j'ai déjà des projets aussi d'expédition, mais qui du coup vont dépendre, enfin la date de mise en œuvre va dépendre aussi de ces projets dans le monde du sport compétition. Donc c'est encore à venir. Tu peux nous dire les compétitions que tu vas faire en 2020? Alors justement, actuellement, je suis en train d'établir le calendrier. Donc là, pour l'instant, j'en saurai un peu plus à la rentrée d'automne, en fait. Voilà. Ok, super. Écoute, pour terminer toutes les interviews, je demande toujours un petit peu quel est le prochain extraterrien que tu aimerais bien écouter dans ce podcast. Ça serait qui pour toi? Pas obligé d'être quelqu'un qui fait du trail ou pas du tout obligé quelqu'un qui fait des expéditions d'ailleurs. Ça peut être dans un autre univers. Je vais avoir un mal fou à répondre parce que ce serait extrêmement injuste pour tous ceux que je citerai pas. En fait, je comprends que l'objectif du podcast, et c'est un très bel objectif, c'est aussi d'inspirer, c'est de mettre en mouvement, et c'est pour ça que j'aime énormément ces podcasts, et puis aussi parler de sports qui sont confidentiels. Et ça, je te remercie vraiment de m'avoir invité pour parler d'ultrafond, parce que c'est une discipline qui est extrêmement exigeante, mais qui est encore trop peu connue en France. Elle l'est beaucoup plus aux États-Unis, mais en France, c'est très peu connu. Donc, il y a beaucoup de sportifs, en fait, tous les sportifs qui évoluent à haut niveau, ou même ceux qui atteignent leur objectif, ne serait-ce que terminer un marathon, quand c'est son premier marathon, ça demande beaucoup de discipline, beaucoup d'exigence, beaucoup de travail. Et je crois que toutes ces personnes qui se lancent dans des projets, qui font le premier pas, pourraient être invitées sur ton podcast. En tout cas, pour ma part, on me pose souvent la question, et c'est un peu aussi peut-être le sens de ta question, quelle est la personne qui t'a inspiré ou qui t'a permis de réaliser tes rêves? En fait, c'est toutes les personnes que je rencontre, parce que dans chacune des personnalités, dans chaque existence, il y a de l'aventure. L'aventure, c'est le fait de sortir de sa zone de confort. Alors ça peut être en partant à l'autre bout du monde quand on était sédentaire, ça peut être se lancer dans une nouvelle discipline sportive, ça peut être créer son entreprise, ça peut être évoluer dans un domaine d'activité tout nouveau au sein même d'une entreprise en tant que salarié, ça peut être fonder une famille. Tous ces projets, ce sont des projets d'aventure, ce sont des projets que vous menez avec la peur, avec le doute. Et toutes ces rencontres, j'ai rencontré beaucoup de monde alors, en montant mes propres projets d'expédition polaire, mais aussi il y a quelques années, moi aussi j'ai interviewé des sportifs. J'ai eu l'occasion de faire cela à l'époque des blogs. Ouais. Donc dans une autre époque. Et c'est vrai que toutes ces personnes m'ont toujours beaucoup inspirée. Donc j'aurais le plus grand mal à donner un seul nom, parce que ce serait tellement injuste. Je pense que voilà, tu vas rencontrer beaucoup de monde, et en tout cas tu peux rencontrer des personnes pour faire vivre ce podcast pendant 10, 15 ans, 20 ans. Il y a tellement de personnes qui réalisent de très belles choses. Donc voilà, que ce soit dans l'ultrafond ou ailleurs.
Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Ça sera un très beau mot de la fin. Merci beaucoup Stéphanie d'être venue sur le podcast et je te souhaite à très bientôt du coup. Merci, à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. D'ailleurs, si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode et à aller lui mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me va droit au cœur. Je vous souhaite à la semaine prochaine pour une super interview.